Juste avant de nous entretenir avec le professeur Didier Raoult, on va parler de cette extraordinaire spécificité de l'Amérique. Dieu sait s'il y a des choses bien en Amérique, mais Dieu sait s'il y a des choses quand même qui fonctionnent de façon bizarre. C'est cette grâce préventive. C'est quand même incroyable. On sait que donc, on l'a su 3 heures avant de quitter son bureau présidentiel, mais vraiment à la dernière limite. On sait qu'il avait déjà pardonné, qu'on dit entre guillemets, à son fils, Hunter Biden. On va pas reparler de cela. Et puis toute la famille, absolument Biden, absolument. Depuis d'ailleurs le 1er janvier 2014, hein, attention. Et la même chose avec, donc, le docteur Anthony Fauci, monsieur Covid-19, monsieur Santé de l'Amérique, qui l'a également gracié préventivement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Maud Koffler? Vous faites l'émission avec moi. Quelle est cette grâce préventive? C'est quoi ça? Les grâces préventives, présidentielles préventives, sont inscrites dans l'article 2, section 2, clause 1 de la Constitution américaine, qui dit ceci en raccourci: le président aura le pouvoir de gracier de manière illimitée, sauf en cas de procédure de destitution, avant que des poursuites judiciaires ne soient engagées, ou pendant leur exécution, ou après condamnation et jugement. La grâce préventive ne doit pas dénoter une culpabilité, et Joe Biden le précise dans son communiqué. En l'exprimant de cette façon, l'octroi de ces grâces ne doit pas être interprété comme une reconnaissance de culpabilité pour une quelconque infraction. Notre nation doit une dette de gratitude à ses fonctionnaires pour leur engagement inlassable envers notre pays. Dites-moi, professeur Didier Raoult, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de quand vous avez été poursuivi et attaqué comme vous l'avez été? C'est intéressant, cette espèce de pardon présidentiel avant qu'il n'y ait eu une poursuite. C'est-à-dire, je leur pardonne, ils sont absolument aujourd'hui immunisés en principe contre toute poursuite, notamment Fauci, mais voilà, écoutez, il n'y a pas de problème, je suis le président, je peux le faire et je l'ai fait. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout d'abord, je crois, je ne suis pas un expert de ça, mais c'est ce que j'ai lu, c'est que c'est la première fois qu'un président utilise une grâce avant qu'il y ait même une enquête qui soit réalisée sur quelqu'un. Et quand il dit c'est pas une preuve de culpabilité, ça fait rire. C'est-à-dire, on voit pas de quoi on peut amnistier quelqu'un s'il n'est pas présumé coupable à raison ou à tort. Donc moi, ça me frappe, si vous voulez, les gens. J'ai toujours été comme ça. Je me méfie des gens qui donnent des leçons de morale. Je me suis toujours méfié de ça. Et souvent, je pense que il faut jamais croire ce que les gens disent être. En général, quand ils disent être quelque chose, ce qu'ils sont, c'est le contraire. Ouais. Et donc, c'est que cette administration et les démocrates qui ont pris une raclée phénoménale, une des plus grandes de l'histoire des États-Unis, en réalité, ont été tout ce temps des gens malhonnêtes. S'ils ont empoisonné la première présidence de Trump en prétendant qu'il avait été élu grâce aux Russes, ensuite que c'est lui qui avait, quand il a demandé que les renseignements sur les magouilles, pas d'autre nom, du fils Biden en Ukraine soient divulgués, il a été accaté encore une fois, il a été... D'argent russe, oui. L'agent russe, oui, ils ont tenté, Pelosi a tenté de le destituer. Et là, on voit ça continuer. On voit bien que Biden, en réalité, ça n'est pas un type qui a une morale. C'est-à-dire que il préserve son fils d'être puni en disant non, c'est pas parce qu'il a fait des crimes, c'est parce que c'est mon fils. Et là, il préserve Fauci en disant non, c'est pas parce qu'il a commis quelque chose qui était pas bien, alors que on pense, en tout cas moi je fais partie des gens qui pensent que l'action de Fauci a probablement entraîné des dizaines de milliers de morts. Donc c'est des choses très sérieuses, ça. Donc c'est très intéressant de voir de quel côté, quand je dis on est les gentils, je sais ce qu'on dit. Voilà. Les gens qui tordent la loi, qui tordent les règles, qui abusent de leur pouvoir, c'est eux qui posent un problème, et c'est eux qui traitent l'autre de Hitler, ce qui est quand même un roman. Intéressant. On a vu ça avec... C'est extraordinaire. Vous tendez le bras maintenant, vous êtes Hitler. Voilà. Voilà. C'est assez phénoménal parce que, effectivement, moi, je suis allé aux États-Unis faire une intervention, une interview qui sera bientôt online, interviewé par celui qui est le directeur de campagne qui a été le directeur de campagne de Kennedy, Del Bigtree. Et donc, ce qui est frappant aux États-Unis, c'est que le reproche majeur qui est fait à l'administration Biden, outre que c'est un abus de pouvoir d'utiliser ce qu'ils ont fait à Trump, c'est-à-dire tous les moyens légaux possibles et imaginables pour lui faire un procès tous les 3 mois, si vous voulez, puis
les gens lui ont tiré dessus, c'est-à-dire, du coup, d'ailleurs, quand on passe à travers tout ça, on devient un héros pour tout le monde. C'est-à-dire, on Bien devient sûr. quelqu'un et donc, au contraire, ils ont renforcé sa popularité. Bien sûr. Mais ce qui les marque le plus, et c'est rassurant, parce que je ne peux pas dire que j'étais très rassuré ces dernières années par l'Amérique, mais là, il y a un retour de Quelque l'Amérique, chose se passe, oui. de la liberté. Alors Et donc, justement, ce qu'ils ne peuvent pas supporter, c'est les contraintes et les obligations ouais. qu'on leur a été faites en leur disant c'est au nom de la science. Et c'était pas au nom de la science, c'est au nom d'une opinion transformée en, vous savez, c'est ça la science. Et moi, comme scientifique, j'en ai un peu assez que les gens me disent, vous savez, on fait ça parce que politiquement, c'est bien et puis c'est rentable pour des gens pour qui c'est rentable. Ouais. Et deuxièmement, c'est parce que c'est la science et c'est pas la science, c'est une opinion à un moment donné. C'est ça, et ça, il faudrait jamais ne l'oublier, justement. Ce qu'on fait au nom de la science, hein, comme on disait, que de crimes on commet en ton nom. Juste, Didier Raoult, je voudrais vous parler, vous étiez donc aux États-Unis pendant une dizaine de jours, vous avez rencontré, fait un entretien que vous allez publier sur votre site. Alors, que vous a dit, enfin, que vous a dit ce directeur de campagne donc de Robert Kennedy Jr. qui s'apprête à prendre des fonctions, on le sait, dans les jours qui viennent, bientôt. Quelle est la position aujourd'hui sur le plan de la santé, sur le plan de ce qui s'est passé pendant 4 ans avec le Covid, etc. Quelle est leur position à eux, à ceux qui s'apprêtent à prendre aujourd'hui le pouvoir ? Ils sont assez, on est assez en phase, hein. Ils sont lucides, si vous voulez, sur le fait que l'hydroxychloroquine, il y a eu un montage, un enfumage extraordinaire pour faire penser que un des médicaments les plus prescrits au monde était toxique. Ça, n'importe qui veut bien s'arrêter 2 minutes, regarder l'histoire de ce médicament, ne peut pas croire qu'il soit toxique à ce point, c'est pas possible. Donc c'est une vraie question. Il est extrêmement lucide. Moi, je recommande à ceux qui l'ont pas lu le livre qu'a écrit Kennedy, qui a été traduit en français, qui s'appelle Gates, Fauci et Big Pharma. Oui, qui est un livre Gates, Fauci et Big Pharma, oui, absolument. explosif, sur lequel il explique très bien que l'hydroxychloroquine a été torpillée, parce que si on avait laissé l'hydroxychloroquine, dont il y a maintenant plus de 1000 études qui ont été publiées sur l'hydroxychloroquine. Enfin, vous savez, il faut regarder earlyc19.com, et dedans on voit que la moyenne des résultats, c'est la même que celle que l'on a eue, c'est-à-dire 70% de baisse de la mortalité prescrite précocement et 30% chez les patients hospitalisés, sur des milliers d'études. Donc, si vous voulez, les gens peuvent toujours s'acharner sur la première étude. La nôtre avait l'intérêt d'être la première, mais en pratique, il y a eu des études. Il y en a eu d'autres. Partout. C'est intéressant d'ailleurs qu'à propos de Fauci, vous savez que les mails en Amérique, justement, la loi américaine permet à tout citoyen de demander un accès aux documents de n'importe laquelle des agences fédérales, dont fait partie dont est directeur Fauci. Et il y avait ce mail, enfin on en a parlé, mais c'est intéressant de le rappeler, il y a eu un échange entre Anthony Fauci, donc, et Jean-François Delfraissy, à l'époque président du conseil scientifique, à l'époque, au sujet du traitement que vous défendiez, Didier Raoult. Et le président du conseil, donc Delfraissy, dit à Fauci, voilà, j'ai une énorme pression politique pour autoriser l'hydroxychloroquine et en donner à tout le monde, mais, ajoute Delfraissy, j'y résiste pour le moment. Voilà. Puis il dit, ces données ne sont pas particulièrement convaincantes, vous observez un signal légèrement positif, mais il doit être confirmé par un essai randomisé bien mené. Bon, c'était il y a 4 ans, sinon 5 ans. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que comment quelqu'un, justement, comme Fauci, on revient, et chez nous, n'en parlons pas, tous ces responsables, quand même, d'au moins de négligence, pour ne pas dire plus, comment il se fait qu'ils peuvent passer à travers les mailles du filet, et apparemment, Fauci, quand même, vous êtes de ceux qui pensaient qu'il est responsable de plusieurs milliers de morts, certains disent des dizaines de milliers, peut passer à travers les gouttes. Dans un pays, l'Amérique, où effectivement, on parle de la liberté d'expression, mais aussi de la sanction. Vous le voyez comment on peut faire en trichant, c'est ce que fait Biden, c'est-à-dire ils disent écoutez, il n'y a rien à voir, vous ne pouvez pas évaluer ce qu'a dit M. Fauci, c'est terminé. Donc c'est un déni de la démocratie et de la séparation des pouvoirs qui est un des éléments majeurs de la démocratie américaine. Vous savez que la démocratie américaine a pris très au sérieux ce que disait Montesquieu, un peu à la différence de la nôtre. Mais moi, j'ai vu ça aussi. J'ai vu que j'avais encore cette naïveté parce que je m'étais pas beaucoup confronté à la justice, si vous voulez, de penser que c'était un pouvoir indépendant pour me rendre compte que c'était pas vrai. Donc encore une fois, ce qui est marquant aux États-Unis, la plus grande ce qui les a le plus choqués, c'est la contrainte basée sur une science virtuelle, si vous voulez, qui représentait jamais que l'opinion
de Fauci et de Bill Gates. Ouais. Et donc, pratique, et Bill Gates, vous savez qu'ils essaient de le choper sur le fait de lui taxer sa fondation, ce qui l'amènerait à perdre $1 milliard, Oui. parce que sa fondation n'est pas du tout, c'est un cheval de Troie en réalité pour lui faire gagner de l'argent, c'est-à-dire pour faire prescrire des vaccins dans lesquels il a investi, dans lesquels il a gagné $1 milliard sur les 2 vaccins ARN quand même. Hein. Ouais. Donc, c'est très intéressant. D'autre part, moi, il me posait la question de savoir quel serait le premier conseil que je leur donnerais pour ce qu'ils devaient faire le premier jour. Oui, j'ai tombé juste, j'ai dit sortez de l'OMS. L'OMS, les 4 premiers cancers, les 3 premiers sont des organismes qui ne cherchent qu'à gagner de l'argent, et le 4e, c'est les États-Unis. Il faut les sortir de là, parce que les restes, ceux qui tiennent les ficelles de l'OMS, c'est-à-dire ceux qui payent, c'est 2 fondations de Bill Gates et une fondation de l'industrie pharmaceutique. C'est ça, les 4 premiers. Et la Chine, quand même, et la Chine. Non, mais la Chine est loin derrière. Les 4 premiers... les 4 premiers, c'est l'USA et les 2 fondations de Bill Gates. Oui. Et une association de... Il y en a un qui est la Gavi et l'autre qui est la Bill et Melinda Gates Foundation. Bill Gates tient 17% du financement de l'OMS. Ensuite viennent les États-Unis, et ensuite viennent une association, je ne veux pas dire de malfaiteurs, d'industrie pharmaceutique, qui ne sont pas là. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc, disait Milton Friedman, vous savez, ils ne payent pas pour rien. C'est pas vrai. Il n'y a pas de dîner gratuit. Didier Raoult, juste à votre avis, c'est intéressant parce que vous leur avez conseillé, en tout cas, c'est un des premiers décrets, effectivement. Que peut entraîner comme conséquence, puisque là, c'est acté, la sortie des États-Unis de l'OMS, donc plus de subventions, en tout cas, du gouvernement américain. Qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence, à votre avis ? Mais je pense que ça va faire un électrochoc. Déjà, vous savez, moi, je connais pas mal et j'ai pas mal d'échos en Afrique. Si vous voulez, l'Afrique n'a plus aucune confiance dans l'OMS. Hein. Aucune. C'est fini. Alors, et une des raisons, c'est que le président de l'OMS, c'est un Éthiopien qui a passé sa vie à bouffer de la chloroquine parce que c'est un pays à paludisme, et qui a dit que la chloroquine tuait les gens dans 10% des cas. Donc les types voient bien que c'est un menteur. Enfin, c'est pas possible. Ou il est fou, ou c'est un menteur. Donc c'est une chose tout à fait extraordinaire. Donc là-dedans, si un jour, comme disaient plusieurs textes célèbres religieux, ils ont des yeux, ils ne savent pas regarder. Oui. Ils regardent. Si vous voulez, c'est quand même extraordinaire d'avoir ça, un président de l'OMS qui est africain et qui dit que la chloroquine, ça tue les gens. Deuxièmement, c'est extraordinaire. Nous, on a eu un truc extraordinaire aussi, qui était un ministre de la Santé qui avait fait sa thèse sur la toxicité de l'hydroxychloroquine. Et quand il a été interrogé pour dire « mais vous voyez pas que l'essai anglais sur lequel vous vous êtes porté, Recovery, commence par une dose toxique d'hydroxychloroquine sur lequel on dit que si vous prenez cette dose, il faut vous rendre aux urgences. » Et le type a été interrogé à la fois par Azalbert et par l'équipe qui a fait ce film extraordinaire qui s'appelle « Une épidémie de fraude ». Et le type, on lui a demandé en direct, est-ce que vous savez quelle est la dose toxique d'hydroxychloroquine ? Et il a dit oui, ça doit être 10 fois la dose que nous on a prescrit. C'est-à-dire, le type qui a managé cette étude, qui a servi de cheval de Troie, encore une fois, pour dire que les ne connaissait pas la dose toxique, ne savait pas ce qu'était la dose toxique de l'hydroxychloroquine, et donc il a donné une dose toxique. Et pourquoi il a donné ça ? On lui demande pourquoi vous avez donné une dose pareille ? Parce que moi, depuis 30 ans, je donne 600 mg, et ça marche très bien. Eh bien, il dit, c'est parce que, et là, c'est un des éléments majeurs dont je voudrais vous convaincre, c'est que, quand je vous disais, vous savez, notre monde a évolué, on est passé de 30% de tertiaire à 80% de tertiaire. Ouais. Et c'est la même chose pour la médecine. Ces gens du tertiaire pensent que c'est eux qui doivent décider ce qu'est la médecine. Et sur qui ils s'appuient ? Sur des mathématiciens ratés qui leur font des modèles. Et ça, des c'est modélisateurs. Voilà, c'est un modélisateur. Ouais. Et il a demandé à un modélisateur de pharmacodynamie, on en a un qui est célèbre aussi, qui est aussi un cinglé, et il lui a demandé quelle était la dose qu'il fallait donner, et l'autre lui a donné une dose toxique parce que c'est pas un docteur. Ouais. S'il avait regardé n'importe quel traité, il aurait su que c'est pas des docteurs. Confusion des genres, et c'est terrible. Oui, donc, et puis vous voyez bien, vous avez bien vu sur les plateaux télé, n'importe qui, les types sont, vous avez des spécialistes de néphrologie qui me donnent des leçons de maladies infectieuses, vous avez des gens des profs de mathématiques, nous qui nous harcèlent en nous disant c'est comme ça qu'il faut soigner les malades. Si vous voulez, on a un basculement de la connaissance, et je vais vous dire, ce qui est, pour Biden, moi j'ai regardé, au début, la plupart du temps, je suis neutre, je regarde ce que font les gens.
Donc, quand Biden est arrivé, il a nommé pour superviser toute la science américaine un type absolument remarquable qui s'appelle Eric Lander. Ce type est un généticien exceptionnel, qui a une production scientifique exceptionnelle. Quand je parle de production scientifique, je sais vraiment de quoi je parle. Il est plus cité que moi, oui, quelle modestie. Et donc, ce type est resté quelques semaines et il a démissionné parce que quand il a essayé de faire travailler les gens à Washington, ils ont porté plainte pour harcèlement moral. Il a dit, écoutez, je comprends bien, je ne fais pas partie du gouvernement, je suis désolé, je m'en vais. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas, et donc c'est la vraie leçon de Trump qui est très intéressante. Il est passé là par 4 ans, il a fait une bêtise, il a gardé la même. Oui, bien sûr. Il ne savait pas à l'époque. Ouais, c'est clair. Et ils lui ont tout scié, donc c'est la première chose qu'il va faire, c'est les virer, et c'est comme ça qu'il faut faire. Écoutez, en tout cas... Quand Jean-François Battey m'a demandé de l'aider à réfléchir sur les maladies infectieuses et le bioterrorisme, il a gardé la même administration qui, dès qu'il y a eu quelque chose, l'a trahi immédiatement et il n'a pas joué son rôle. Donc il aurait dû virer toute l'administration. C'est les coups de poignard dans le dos, les coups de poignard dans le dos, on teste ce que ça donne et pas de confusion des gens. Merci Didier Raoult, on reparlera de tout ça bientôt, mais en tout cas, c'est vraiment passionnant ce qui se passe actuellement du côté de Washington. On verra si ça aura des répercussions en France, mais c'est une autre histoire.